tous, bienvenue. C'est notre 4e White Talk. On est super heureux d'être là avec nous et il est aujourd'hui consacré à la data. Alors la data, c'est évident pour nous parce que Innov, c'est une école qui est super digitale, c'est dans son ADN. Et évidemment que ça nous paraît hyper important de pouvoir parler de ça avec vous parce que ce sont des opportunités de carrière qui sont juste incroyables et passionnante. Alors pour cela, on a un peu une dream team, un casting de rêve que je vais vous présenter au fur et à mesure de l'émission puisqu'on est ensemble pour une bonne heure. Et ce plateau, il est à Bordeaux Innov Campus, mais il pourrait être à Paris, il pourrait être à Lyon, il pourrait être à Nantes, il pourrait être à Toulouse, à Sofia, à Casablanca ou à Rabat, parce que Innov, c'est 9 campus. Et bientôt d'ailleurs 3 de plus, Rennes, Lille et Montpellier. C'est 7000 étudiants, c'est 8 filières, c'est 27 masters, dont les masters Web Marketing et Big Data, Master Data Engineer et Data Scientist et le Master Digital Marketing Officer. Nous voici donc partis, je vous l'ai dit, pour une bonne heure ensemble avec mes deux premiers invités. Sur ce plateau, Cyril Leclerc, qui est data scientist chez Suez, et avec nous depuis Paris, en direct, en live avec nous, Mohamed El Jendoubi. Bonjour Mohamed, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous les deux d'ailleurs. Bonjour à tous. Bonjour, vous allez bien ? Oui, très bien. Merci pour l'invitation et vraiment ravi d'être parmi vous. Écoutez, c'est partagé. Mohamed, vous êtes, alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, vous allez nous faire la traduction, mais vous êtes Head of CRM chez Renault. Et avant d'aborder votre parcours, est-ce que vous pourriez nous dire en une phrase pour qu'on comprenne quelle est votre mission? Parce qu'on imagine bien que c'est bien davantage que de nourrir le CRM. Alors, si je devais définir en un mot, en une phrase plutôt ma mission, c'est créer de la valeur grâce à la data, aussi bien pour le client que pour la marque. Aujourd'hui, la data est au de notre écosystème. On ne travaille plus comme il y a 10 ou 20 ans où on attendait que les clients arrivent en showroom et on vendait nos produits et services. Aujourd'hui, on fait vivre une expérience au client, on travaille la data, on travaille toutes les informations dont on peut avoir pour pouvoir créer une relation avec le client et générer en effet du business. Par rapport à mon parcours, je viens de l'ISIT, donc je suis ingénieur informaticien de formation et je suis rentré chez Renault en 2004 à la direction informatique des systèmes d'information pour m'occuper de tout l'écosystème de la communication corporate ainsi que du marketing. Et ça m'a donné envie de passer de l'autre côté de la force obscure et donc de travailler côté marketing dans le digital et donc ça depuis 2010. Donc 11 ans au digital avec des responsabilités sur des périmètres qui allaient de l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Iran aussi sur lesquels on a beaucoup travaillé. Et sur tous ces périmètres-là, je vais dire que j'étais généraliste et spécialiste à la fois, c'est-à-dire que j'ai travaillé aussi bien sur le développement d'applications mobiles, sur le search, sur le e-commerce, sur le social media, sur l'influence et sur le CRM qui m'a amené aujourd'hui à prendre la direction CRM, donc Head of CRM comme vous l'avez bien dit, la direction CRM, donc de Customer Relationship Management, gestion de la relation client chez Renault, avec une équipe de 10 personnes avec lesquelles je travaille et sur lesquelles nous avons des gros challenges et des gros défis qui nous attendent. C'est vrai que Renault, enfin, l'industrie automobile, s'est vraiment digitalisée ces dernières années. Ça ne cesse en fait de se transformer et donc la relation évidemment au client est impactée et pour le mieux, on l'espère, et pour vous et pour les clients. Alors comment est-ce que chez Renault les données, précisément, comment sont-elles au service de la relation client et in fine de votre business? Alors, avant, c'est-à-dire il y a à peu près une dizaine d'années, on gérait les clients tous de la même manière, c'est-à-dire qu'on avait en fait une approche qui était one-to-many, c'est-à-dire un à plusieurs, et on dépensait énormément d'argent à faire ce qu'on appelle en fait du spray and pay, c'est-à-dire qu'on arrosait énormément de clients avec des offres qui n'étaient pas forcément pertinentes, personnalisées, individualisées, et ça nous coûtait très cher et ça ne transformait pas in fine. Donc aujourd'hui, on a un marketing qui est beaucoup plus personnalisé. On fait ce qu'on appelle des segmentations d'audience. Donc on va définir quels sont les différents segments sur lesquels on va définir les audiences auxquelles on va s'adresser. On ne s'adresse pas à une femme de 25-30 ans de la même manière qu'on s'adresse à un homme de 40-50 ans. Ils n'ont pas les mêmes besoins en termes de mobilité et puis ils n'ont pas les mêmes attentes non plus. Donc tout ça fait qu'on s'est vraiment professionnalisé et qu'aujourd'hui on adresse le bon message à la bonne personne
Donc voilà un petit peu comment on travaille, aussi bien en conquête qu'en fidélité, puisqu'il y a des clients qu'on a aujourd'hui dans nos bases de données qu'on veut conserver, on appelle ça de la rétention. Donc pour ça, on va faire des offres qui vont répondre à leurs attentes. Et par rapport à la conquête, ce sont des segments, par exemple les segments des grosses voitures, des monospaces, des SUV, sur lesquels on a encore beaucoup d'efforts à faire, où on va aller faire de la conquête pour aller chercher ces nouveaux clients et les attirer par rapport à nos offres de produits et services. Est-ce que vous travaillez aussi sur du prédictif, sur de la data intelligence? Parce que comme vous savez, on a en plateau, on a Cyril qui écoute attentivement ce que vous dites. Est-ce que de votre côté, c'est aussi, on va dire, une arme pour le business? Ah ben c'est une arme qui est indispensable aujourd'hui de travailler sur la data intelligence et sur le marketing prédictif. En effet, les réglementations faisant que de plus en plus, on va avoir très peu de data venant des clients sans le consentement, donc avec la disparition des cookies tiers, avec toutes les réglementations de GDPR qu'on a sur nos marchés, on va de plus en plus en fait vers du prédictif, c'est-à-dire vers de l'analyse comportementale, vers des datas qui nous sont données aussi par des outils avec du machine learning et de l'intelligence artificielle. Ces algorithmes-là vont nous permettre en fait de prédire des comportements par rapport à des types de clients, des segments d'audience, et ensuite de faire des propositions en fonction de tous les insights, tous les inputs qu'on va avoir grâce à ce machine learning et grâce à cette analyse prédictive. Alors, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait ma petite revue de presse sur les gros enjeux chez Renault, les gros enjeux data. Alors, j'ai trouvé une phrase du Big Boss qui dit prendre le virage d'une entreprise automobile utilisant la techno à une entreprise techno utilisant des voitures. Est-ce que c'est ça, pour résumer, votre gros enjeu pour les années à venir, voire pour les mois à venir? Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est dans le cadre du plan Renaulution qu'a lancé notre CEO Luca Di Meo. En effet, il veut que Renault soit considéré comme une marque à la pointe de l'high-tech, de la technologie, parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse appétence, une grosse attente de nos clients, c'est de retrouver l'environnement de leur portable aujourd'hui, de leur smartphone à l'intérieur même de l'écran de connectivité et de navigation. Pour cela, un exemple très concret de ce qu'on vient de faire, notamment pour la nouvelle Mégane e-Tech 100% électrique qu'on lance au mois de mars. Donc j'en profite pour faire un petit peu de publicité. Elle est équipée en fait d'un système en partenariat avec Google qui s'appelle MyLink et qui va permettre de retrouver en fait les apps qu'on a avec Google, c'est-à-dire son Google Maps, son Google Assistant, son Play Store, de pouvoir acheter des apps directement dans son véhicule. Donc en effet, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est d'être au pointe de la technologie et d'apporter une offre en termes de services et de navigation qui soit la plus pointue et qui réponde au plus grand nombre. J'ai une question qui m'a été envoyée. Quelles sont, alors ça arrive un petit peu après votre réponse, mais quelles sont vos stratégies de conquête du client, Monsieur Elchendoubi? Alors, les stratégies de conquête, elles sont multiples. C'est qu'aujourd'hui, nos clients, ils sont sur ce qu'on appelle tous les points de contact. Donc, le CRM, c'est sur le site web, c'est sur le search, c'est sur le social media. Donc, notre stratégie de conquête, c'est d'aller analyser les différents signaux qui sont des opportunités business pour nous sur ces différents médias. Une fois qu'on les a identifiés, on va pouvoir générer ce qu'on appelle des leads, c'est-à-dire des contacts qualifiés. Et souvent, on est dans des pays où on a des call centers ou des SRC, des services de relations clients, qui vont prendre le relais de ces différentes datas qu'on va collecter sur ces différents médias et qui vont aller faire de la conquête pour proposer à ces clients des offres personnalisées, des services personnalisés. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est de plus en plus dans un monde où les gens ne cherchent pas forcément à acheter un véhicule pour en être propriétaire, mais ils cherchent ce qu'on appelle des solutions de mobilité. Donc il faut être aussi capable de proposer des offres et des services qui sont liés à la mobilité, que ce soit pour 3 minutes, que ce soit pour 3 jours, 3 mois ou 3 ans. Donc on est capable aujourd'hui de répondre à ce type de besoin en termes de conquête. On a dans cette émission une vraie volonté de pouvoir faire œuvre d'aide à l'orientation et de pouvoir faire découvrir aux étudiants qui nous regardent, mais également à leurs tuteurs d'entreprise et voire à leurs parents, parce que je sais que certains d'entre eux sont connectés. Donc les différents métiers et la question que j'ai envie de vous poser, parce que vous l'avez dit, vous avez un profil, vous venez vraiment de l'informatique. Quels sont les gens avec qui vous travaillez? Quels sont les profils qui vous entourent? Il n'y a pas forcément que des informaticiens. Non, 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 pas forcément. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, en fait, ce qui fait la richesse de nos équipes, c'est leurs différentes compétences
médias. Il y en a qui viennent, qui sont des purs data spécialistes et des data scientists, hein, comme Cyril Leclerc qui est avec nous aujourd'hui. Donc voilà, il y a tout un type de profils qui sont tout à fait compétents pour travailler sur la data. Et la data aujourd'hui recherche énormément de profils parce que, comme vous l'avez compris, c'est l'avenir de la relation client. Donc vous embauchez ? Complètement. Super. En tout cas, ça fait plaisir de vous entendre parler de votre métier parce qu'on voit que vous avez encore l'étincelle dans les yeux et que vous prenez beaucoup de plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour cette introduction qui nous a permis d'avoir une vision générale. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, début de soirée et au plaisir de vous retrouver parmi nous peut-être pour d'autres événements. Nous allons maintenant aborder une autre vision en fait de la data avec Cyril Leclerc parce que Suez, pour garantir l'accès durable aux éléments absolument fondamentaux de notre planète et à des services performants également. Suez s'appuie sur des centres d'expertise au niveau international, des centres d'expertise qui sont au nombre de 7, où il y a de la recherche, du développement. Et l'un d'entre eux est à Bordeaux, donc on a de la chance et Cyril Leclerc est avec nous. Son job, c'est d'être responsable de la data. Il va nous expliquer exactement ce qu'il fait et avec qui, parce que c'est un métier qui est méconnu et enthousiasmant. Et avec donc votre témoignage, je pense Cyril qu'on va s'éloigner de la vision un peu caricaturale que l'on peut avoir du data scientist tout seul face à son écran, un peu geek, parce que je crois comprendre que vous, non seulement vous travaillez en équipe, mais alors vous mixez la data avec de la socio, avec des sciences humaines. C'est ça, effectivement. Alors, il faut avoir un côté geek, mais ceci étant, moi, je travaille au sein du LIR, donc qui pilote et qui coordonne en fait des projets de recherche appliquée et d'innovation avec les universitaires, les labos universitaires et avec le monde économique, en tout cas pour ma part, plutôt avec les boîtes dans le domaine du numérique. Dans le domaine du numérique. Et donc, on travaille avec énormément de monde et de manière assez pluridisciplinaire. Et on est amené effectivement à mêler la data avec plutôt des sciences humaines et sociales sur des thématiques très spécifiques autour de l'analyse des consommations d'eau potable, avec un angle data pour modéliser, traiter les données de consommation d'eau, les modéliser, et puis un axe sciences humaines et sociales pour analyser les comportements de consommation, les perceptions et les comportements des usagers de l'eau. On n'imagine pas forcément que c'est dans ces métiers-là, mais comme quoi c'est complètement faux. Hein. Quand on pense aux nouvelles générations, enfin on en croise nous tous les jours, on sent qu'il y a une volonté vraiment affirmée d'être dans des métiers qui ont du sens, des métiers où on va servir à quelque chose, et notamment les métiers qui ont pour objectif d'œuvrer pour le développement durable, pour sauver notre planète, etc. Alors concrètement, comment est-ce que il y a derrière les notions de performance que vous avez rapidement évoqué, puisqu'il faut amener de l'eau et il faut traiter les déchets, c'est votre grosse mission chez Suez. Mais comment est-ce que finalement être un expert de la data, ça permet aussi d'être au service en fait du développement durable et de lutter contre l'impact du changement climatique, par exemple? C'est vrai qu'aujourd'hui, les enjeux environnementaux sont énormes. On a des vrais défis devant nous, d'autant plus étant donné le contexte avec le changement climatique. On a une tension sur la ressource en eau. Et aujourd'hui, l'un des grands enjeux, en tout cas, pour Suez, c'est vraiment de maintenir la qualité d'une ressource en eau qui se raréfie, en fait. Et donc, pour faire ça, en fait, il y a plusieurs moyens, plusieurs axes, en fait. L'un d'eux, par exemple, c'est essayer de réduire les fuites sur les réseaux d'eau potable. En France, en moyenne, il y a 20% de l'eau qui est prélevée, qui est produite et qui n'arrive pas jusqu'à notre robinet. Donc l'un des enjeux, déjà, c'est d'essayer de réduire ces fuites. Et ça passe par la data, notamment pour essayer de détecter au plus tôt les fuites et puis essayer de les localiser aussi sur les infrastructures qui sont énormes. Hein. C'est des centaines, des milliers de kilomètres de réseaux, d'infrastructures qui sont invisibles à gérer. Et donc là, on a besoin de la data pour, à partir de toutes les données, ces réseaux sont instrumentés. Donc on a pas mal de données qui remontent du terrain. Et puis on a tout ce qui est en open data et beaucoup de données qui sont disponibles aujourd'hui pour justement modéliser tout ça, puis essayer d'être plus efficace sur la détection, par exemple, des fuites. Ce n'est pas le seul axe. Il y a des axes aussi pour essayer de lutter contre la pollution, et notamment sur les réseaux d'assainissement. On a des diagnostics via des caméras qui passent dans les canalisations
et qui permettent par de l'analyse d'image et donc du computer vision de faire de la détection, de la caractérisation de défauts et du coup effectivement de repérer en fait les ouvrages qui sont les plus, les plus dégradés et qui sont des vecteurs de pollution également sur ces systèmes-là. Et puis on a aussi un enjeu assez crucial qui est de préserver en fait les océans. Et là aussi encore la data elle est mobilisée vraiment puisqu'on a des capteurs qui permettent de mesurer en fait par exemple les niveaux d'accumulation dans les réseaux. Et tout ça en fait l'idée c'est vraiment d'intervenir au bon moment, au bon endroit pour justement être dans le préventif, dans la prédiction et en fait enlever les déchets au bon moment pour éviter que lorsqu'il y a une forte pluie, soit que ça se retrouve en fait sur le bitume avec des inondations puis des nuisances olfactives et visuelles, soit carrément dans le milieu naturel et à ce moment-là on va polluer les océans. Et l'idée de la data ici c'est vraiment d'en faire un axe de performance. Voilà. Vous avez des projets pilotes en ce moment, des projets un peu sympas à nous partager? Ouais, il y en a plein. Il y a des projets qui se... Non, mais si le dernier projet, par exemple, effectivement, on a une thèse qui se lance autour justement de ce qu'on appelle les avaloirs connectés. Donc, vous savez, sur la chaussée, c'est la récupération des eaux de pluie, en fait. Et l'idée ici, donc sur Marseille, c'est vraiment d'améliorer les opérations, donc la maintenance de ces infrastructures, de manière à enlever les déchets au bon moment et éviter qu'effectivement la Méditerranée se retrouve avec un tas de détritus qui se retrouvent sur la chaussée, qui transitent par le réseau et qui se retrouvent directement en pleine mer. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'open data. Comment est-ce que vous utilisez, quel type de données en open data utilisez-vous dans vos travaux, dans vos recherches? Alors, il y en a plusieurs. Il va y avoir des données plutôt qui caractérisent, on va dire, l'environnement des infrastructures. Donc, pour dire, les open data, c'est toutes les datas qui sont ouvertes à tous les citoyens que nous sommes et si on sait aller les chercher et qu'on sait les interpréter, voilà, on y a accès. Là, sur la nature des sols, il y a le BRGM qui met à disposition des données sur la nature des sols. Il y a des sites comme Corinne Landcover qui sont des sites où on peut avoir des datas sur l'occupation des sols. Et tout ça, ça caractérise en fait l'environnement, en tout cas pour nous, des infrastructures. Et c'est des données d'entrée finalement de nos modélisations. Et puis il y a des données plus récentes où on va travailler avec des boîtes dans le satellitaire qui peuvent, grâce à l'imagerie satellitaire par exemple, estimer des mouvements de sol. Et là, ça nous intéresse tout particulièrement puisque nos infrastructures, bien sûr, sont enterrées et ça peut générer des stress et du coup des casses ou des fuites sur les réseaux. Et ça, vraiment, ça fait partie des champs d'exploration et de recherche actuels pour voir comment on mobilise ces données-là pour être plus performant justement dans la détection des fuites sur les réseaux. Vous avez évoqué tout à l'heure le challenge pour les grandes métropoles qui est la raréfaction de l'eau avec les changements climatiques. Donc, trouver le moyen de continuer à amener aux citoyens une eau en quantité et une eau suffisamment qualitative. Qu'en est-il en fait de votre autre partie qui est la relation client ? Puisque là, c'est donc avec des collectivités, on sait que c'est une grosse partie de votre travail, mais avec les collectivités, la data et la relation client, comment est-ce que ça vient optimiser la relation client ? Là, on essaie de développer des nouveaux services digitaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de digitaliser la relation client, par exemple avec des systèmes de lecture automatique de photocompteurs. Donc, les compteurs de vente d'eau, en fait, il y a une relève annuelle, comme pour l'électricité, etc. L'idée ici, c'est vraiment de digitaliser ça et de faire la lecture automatique des digits sur les compteurs. Par exemple, et on a également des développements sur la prédiction des flux entrants au niveau des centres de relations clientèle. Et donc, du coup, l'idée ici, c'est d'anticiper les flux entrants et du coup de mieux dimensionner en fait les besoins en ressources humaines pour la prise d'appel et du coup améliorer la qualité de service quand il va y avoir vraiment des pics au niveau des contacts entrants. Vous avez, fait un parcours à la fois en mathématiques appliquées et en sciences sociales. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux étudiants qui nous regardent, qui sont intéressés par votre métier? Et peut-être, par exemple, quelle qualité, selon vous, faut-il avoir? J'ai une question aussi pour vous. Cyril, la veille
est-elle un sujet important pour Suez et quel outil de veille utilisez-vous? Oui, c'est un sujet important. Je n'ai pas d'outil de veille à proprement parler en tête comme ça. De regarder la presse, je ne sais pas. Ouais, regarder ce qui se fait dans le domaine, dans la littérature, participer à des conférences, effectivement, soit alors vraiment technique dans la data ou alors dans le métier. Il y a des conférences dédiées dans le monde de l'eau, etc. Mais voilà, tout ça, c'est pas forcément très structuré, mais c'est être alerte en fait sur tout ce qui peut se passer effectivement en termes de com là-dessus. Effectivement aux différentes conférences qui peuvent être organisées sur les sujets data, faire son réseau, rencontrer des gens, les interpeller. Sur Bordeaux, Data Aquitaine, voilà, par exemple, dans le monde de la data, de la recherche opérationnelle, par exemple. Et puis après, dans mon domaine, dans le monde de l'eau, il y en a de nombreuses. Après, pour revenir sur les qualités, je pense qu'effectivement, c'est... alors, il faut avoir un côté geek, mais ok, il faut avoir le côté geek, mais pas que. Il faut surtout être à l'écoute, puisque finalement, on est peut-être spécialiste en data, mais sur les enjeux métiers, sur le métier, en fait, on n'est pas du tout spécialiste du domaine. Et donc, ça nécessite vraiment de travailler main dans la main avec vraiment le métier, pour bien comprendre les enjeux, bien les poser, et avoir un esprit de synthèse, et réussir à communiquer les résultats pour que ça percole et que ce soit impactant, quoi. Super, merci pour ces conseils, merci Cyril d'être venu jusqu'à nous et merci Olir pour sa participation. Nous allons maintenant partir à la rencontre de Marguerite Desmours, qui est une professionnelle de la data et qui est au Pays Basque. Elle a été interviewée par Guillaume Salz. Je suis Marguerite Desmours, moi j'ai une agence de stratégie et growth marketing qui s'appelle Adnexio et je suis également intervenante à Innov sur la partie marketing. Alors aujourd'hui, on les accompagne sur la mise en place de leur stratégie marketing avec des outils innovants qui sont issus notamment du growth marketing et du data marketing. Notre méthodologie, elle démarre en général par un audit détaillé de leur dispositif digital existant. Et ensuite, on travaille avec eux à identifier les leviers de croissance dans leur funnel de vente. Dans tous les cas, on travaille toujours avec la data au centre et sur des cycles itératifs. C'est-à-dire qu'on va d'abord passer par une phase d'analyse des données qu'on a à disposition. Ensuite, on identifie les pistes d'optimisation. On va tester des hypothèses de réponse qu'on mesure évidemment. Ensuite, on adapte et si on est satisfait du résultat, on généralise. Et c'est un cycle qui recommence toujours. Une fois que c'est généralisé, on analyse les données, etc. Alors, je pense qu'en plus des apports fondamentaux du marketing, il y a 3 aspects qui sont vraiment très importants. Le premier point, ça serait de toujours tester et itérer quand on travaille sur une stratégie marketing. De toujours mesurer évidemment ce qu'on teste, de l'analyser, donc de penser déjà dès le départ, lors de la construction de la stratégie, des mesures qu'on va faire sur la partie test. Et puis évidemment au global d'avoir toujours une vision qui est centrée sur le retour sur investissement. Voilà, donc toujours bien poser les KPI au démarrage de projet et se donner les moyens pour pouvoir les suivre de A à Z. Bouge ta boîte, en fait, c'est un réseau national qui a été fondé par Marie-Éloi en Bretagne et qui s'est diffusé petit à petit un peu partout en France. Moi, j'ai fondé le cercle de Bayonne, donc c'est le premier cercle qui a été lancé dans la région du Pays Basque. Je l'ai fondé en 2019 et pour moi, Bouge ta boîte, c'était surtout la preuve que business et bienveillance étaient conciliables. Donc en fait l'objectif c'est qu'on se réunisse entre femmes chefs d'entreprise, on est une vingtaine aujourd'hui dans le cercle et l'objectif c'est de faire croître chacune notre chiffre d'affaires et de développer nos compétences en interprofessionnalité.
De retour pour cette deuxième partie du White Talk. Marguerite, merci pour cette interview et on t'embrasse depuis Bordeaux. Nous sommes maintenant avec deux messieurs, avec Joseph Monet, qui est étudiant en troisième année en marketing et communication, spécialité marketing et business, et étudiant apprenti chez L'Oréal, Big Data Project Manager. Bienvenue parmi nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et vous êtes avec Antoine Jean-Jean, qui est donc sur ma droite. Bonsoir Antoine. Antoine, vous êtes ingénieur en informatique et vous êtes également docteur en informatique de l'école polytechnique et intervenant en data-driven à Innov, entre autres, puisque vous avez un CV absolument incroyable. Et d'ailleurs, on va commencer par là, si vous le voulez bien. En quelques mots, peut-être un petit retour sur votre parcours professionnel, puisque comme je le disais, ce White Talk et ces White Talk ont pour objectif d'inspirer, de donner envie et de montrer aussi quels peuvent être les parcours. Merci Géraldine de l'invitation d'abord. C'est très sympathique comme format d'avoir une émission comme ça avec différents profils et différents horizons. Donc moi effectivement j'ai un background informatique initialement, qui est d'ailleurs dans la culture, dans l'ADN d'Innov si je comprends bien. Et après j'ai un petit peu dérivé sur une discipline qui s'appelle la recherche opérationnelle, donc qui prend ses bases dans l'informatique, mais qui aussi fait appel à des notions de mathématiques, et de mathématiques appliquées. Et c'est une discipline qu'on retrouve aujourd'hui dans de nombreuses sociétés qui ont fait le choix de créer ces départements de recherche opérationnelle. Donc tout est dit dans l'expression, j'ai envie de dire, c'est de la recherche donc, qui effectivement s'appuie sur des fondements théoriques, mais opérationnels, puisque le but c'est quand même d'améliorer les opérations, d'améliorer les résultats. Et donc cette discipline, on retrouve dans différentes sociétés, effectivement. Donc moi j'ai commencé ma carrière chez Bouygues. Avec des vrais gens, quoi. Voilà. Alors effectivement, j'ai commencé chez Bouygues Construction, donc enfin Bouygues dans le groupe, le BTP, le béton, donc on peut se dire où est-ce qu'il y a il y a des mathématiques là-dedans. Il y a des mathématiques partout quand il faut optimiser les grues, quand il faut optimiser les stocks de banches qui sont les matériaux métalliques qui servent à couler les murs. Mais comme le groupe Bouygues est un groupe très diversifié, eh bien l'équipe de recherche opérationnelle, on était amené aussi à travailler pour la filiale TF1 pour de l'optimisation publicitaire, où on travaillait aussi sur de l'optimisation de planning d'autoroute. Donc vous voyez, on retrouve des maths et de l'informatique, de la data partout. Et aujourd'hui, je pense que c'est le cas pour beaucoup de sociétés. Ils ont besoin de ces compétences. Voilà. Donc ça, c'était en quelle année ? Alors, j'ai commencé en 2000. Ça ne me rajeunit pas. Ouais. Son âge. Il nous fait des blagues depuis le début. On lui propose une chaise pour s'asseoir en attendant. Il dit c'est à cause de mon grand âge. Donc, c'était pour arriver voilà. Sur. Après, alors, après ce parcours, j'ai fondé une société qui s'appelle Recommerce, qui est spécialisée dans le reconditionnement de téléphone. Donc, vous parliez de développement durable tout à l'heure. Et donc, on était parti du constat qu'il y avait une problématique autour du recyclage de ces appareils qui, à l'époque, valait 1 euro et qui n'avait pas de valeur dans la tête des gens. Et petit à petit, on s'est dit qu'il y a une société à créer autour du recyclage, du reconditionnement, de la remise sur le marché de ces produits. Donc on a créé la société en 2009 et aujourd'hui, c'est une société qui est implantée dans une dizaine de pays, qui compte 120 collaborateurs et qui propose donc des appareils reconditionnés, et on prolonge la durée de vie des produits électroniques, puisque produire un téléphone, c'est à peu près 56 kg de CO2. Donc si on peut éviter d'en produire un nouveau et prolonger la durée de vie d'un ancien, eh bien on permet de réduire les émissions de CO2. Vous étiez plutôt côté start-up, entrepreneur, CEO. Comme dans tout projet, où la data était au cœur de l'émission. Recommerce, c'est une société qui est complètement data-driven, donc si on reprend l'expression que vous utilisiez tout à l'heure, puisque chaque salarié est sensibilisé à l'utilisation de la donnée dans son quotidien. Ça passe donc par l'acculturation et ça passe aussi par des outils. Et des outils qui vont être pas forcément, on pense tout de suite data, coder, faire
faire du Python, alors on en fera avec les étudiants d'I9, mais c'est pas forcément ça aussi. Utiliser Excel, c'est faire de la data. Avoir une sensibilité à comprendre, à creuser ce qui se cache derrière les chiffres, eh bien, à partir du moment où vous adoptez cette stratégie, vous faites déjà de la data. Et ça, c'est important de le garder en tête, parce que parfois, certaines personnes peuvent avoir un peu des complexes à se dire « ouais, mais moi, c'est pas pour moi, ça, c'est des sujets qui sont trop complexes ». Et bien en fait, non, tout le monde peut être avec une part plus ou moins, j'ai envie de dire, technique, mais tout le monde peut être acteur de cette mutation autour de la data. Voilà. Vous fondez ensuite, tout à l'heure, c'était Cyril Leclerc qui parlait de l'importance, quand on est un jeune actif ou un futur actif, d'aller s'acculturer, de faire des rencontres dans les conférences. Et alors vous avez fondé, en arrivant à Bordeaux en 2017, la conférence Dataquitaine. On a fondé ça avec François Clotiot, donc qui est un professeur de l'Université de Bordeaux, qui était dans mon groupe de scientifiques qui s'appelle la RODEF. Donc, et on a monté ensemble cette conférence qu'on a voulu dès le début très appliquée, puisqu'on ne voulait pas que ça soit juste un repère de chercheurs, mais parce que les chercheurs sont très sympathiques, mais par contre c'est bien aussi de les mettre au contact à la fois d'étudiants et de sociétés qui ont besoin de leurs compétences. Et donc c'est un carrefour aujourd'hui, c'est entre 500 et 600 personnes chaque année qui se retrouvent et qui viennent partager de retours d'expérience à la fois sur l'utilisation d'outils, de techniques. Et c'est vrai que c'est une conférence qui reste très appliquée et on a eu des bons retours, puisque ça correspond à ce que cherchent un petit peu les gens aussi quand ils viennent écouter un talk. Vous êtes désormais vice-président du domaine d'excellence qui s'appelle IA Data Science. Oui, donc pour la conférence prenait un peu d'ampleur, et c'est vrai que c'est du travail de s'occuper de la conférence et de l'organisation. Donc on s'est appuyé sur un réseau qui est une association régionale qui s'appelle Digital Aquitaine, donc qui a repris l'organisation de cet événement. Et au sein de cette association, on a structuré un DOMEX, donc un domaine d'excellence, qui regroupe des associations, des sociétés, des écoles, des laboratoires de recherche qui travaillent. Alors là, on est sur toute la région de Nouvelle-Aquitaine, de Pau, en passant par Niort, Bordeaux, évidemment, La Rochelle. Et donc on voit qu'il y a un écosystème sur la région qui est phénoménal. Et c'est une chance pour les étudiants aussi d'I9, puisque ça veut dire des stages, ça veut dire des alternances. Et en plus, les sociétés sont très appétentes à prendre des profils de vos cursus. Voilà. Vous êtes intervenant dans la majeure Data Driven niveau 2. Chez nous, à Bordeaux Innov Campus. Et on aura l'occasion, dans ce que vous allez nous décrire, dans ce que vous mettez en œuvre aussi avec vos clients, de pouvoir aussi faire des allers-retours avec la pédagogie pour qu'on puisse voir concrètement comment les deux peuvent s'articuler. Puisque donc vous aidez vos clients à prendre les bonnes décisions, des décisions data-driven comme vous l'avez évoqué. Comment est-ce que vous mettez, par exemple, de façon opérationnelle, comme vous l'avez fait chez Bouygues, vos étudiants en fait, au travail sur ces questions de data-driven ? Moi, je reprends le concept de chaîne de données, puisqu'en fait, la donnée, c'est vraiment, on parlait beaucoup de supply chain avant sur les stocks, les cartons, le suivi de notre stock physique. Aujourd'hui, les données, en fait, c'est pareil que le stock physique. Si on vole nos données, c'est pareil que si on pique nos cartons de stock. Si nos cartons ne sont pas optimisés dans notre supply chain, c'est pareil. Si nos données ne sont pas optimisées, ça ne sera pas efficace. Donc le parallèle avec la supply chain, il est assez intéressant. Et donc pour décrire cette chaîne de la donnée au sein des organisations, avec les étudiants, je reprends un petit peu les différentes étapes, donc de la partie capture des données. Ensuite, de la partie structuration, nettoyage, entreposage, donc dans des différents systèmes, soit des bases de données, soit des bases de données physiques ou dans le cloud. Et puis ensuite, on parle de l'analyse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans cette donnée pour pouvoir la diffuser via des outils de business intelligence. Et en fait, en reprenant ce cycle de vie, ça permet aux étudiants de comprendre qu'ils peuvent interagir à différents niveaux de cette chaîne de la donnée. Et eux-mêmes, dans leur expérience professionnelle ensuite, ils seront amenés à couvrir une partie de cette chaîne de la donnée et à être acteurs au sein de la chaîne. Et la notion de chaîne, elle est intéressante, puisque si quelqu'un fait une erreur, si quelqu'un
pollue la donnée ou est un peu négligent et met des données un peu erronées, en fait, ça va retomber sur des personnes qui vont récupérer leurs données et ça va avoir des conséquences sur l'organisation. Mohamed El Jendoubi disait quand on a préparé cette interview, donc qui était avec nous tout à l'heure et qui s'occupe donc de la partie CRM de Peugeot, de Renault, pardon, excusez-moi. Désolé Mohamed. Il disait qu'on entend souvent, que la data c'est de l'or, data is gold, etc. Et lui il disait mais non, c'est pas vrai, c'est du pétrole. Parce qu'en fait, si elle n'est pas propre, si elle n'est pas ordonnée, si elle n'est pas structurée, si elle n'est pas utilisable, ça ne sert à rien. Donc c'est une bonne analogie et je pense que effectivement aujourd'hui, en tout cas, ça a une importance pour les organisations. Je parlais de vol de données tout à l'heure, d'usurpation d'informations qui disparaît, etc. Et aujourd'hui, on voit que les entreprises, il faut qu'elles réagissent et il faut qu'elles soient très vigilantes à leur stock de données. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie mutation qui s'est déjà opérée et qui continue sur cette thématique. Vous restez avec nous. Nous allons partir en direction de Nantes, avec un ancien étudiant qui maintenant va nous parler de son parcours professionnel, Alexandre Caudron, qui est donc en distanciel. Ça faisait un petit peu loin pour le faire venir. Bonjour Alexandre, comment allez-vous ? Bonjour à tous, très bien. Super, ravi de vous retrouver. Donc je disais que vous étiez en direct de Nantes puisque vous êtes originaire de Nantes, vous avez fait votre master web marketing et big data donc à Innov à Nantes et aujourd'hui votre poste, vous êtes chargé d'études data analyst web. Peut-être avant de... Pardon ? Oui ? Super. Oui, très très bien. Avant d'évoquer votre parcours, parce que ça va nous permettre aussi de pouvoir découvrir un nouveau métier, si vous souhaitez rebondir sur ce qui a été évoqué, vous êtes évidemment welcome. Non, mais c'est vrai pour reprendre sur votre analogie par rapport à la culturation de la data et notamment justement le fait que la data aujourd'hui est de l'or. C'est vrai que justement, on fait justement l'exemple de la data comme justement le pétrole. C'est vrai que c'est hyper important aujourd'hui. Voilà, la data aujourd'hui, si elle n'est pas exploitée correctement, si justement on ne va pas jusqu'au bout de la chaîne, effectivement, pour recréer de la valeur, c'est plus difficile. Vous êtes aujourd'hui chez Covea, c'est un groupe qui regroupe... Covea, c'est un groupe d'assurance justement mutualiste, qui regroupe 3 marques, donc MMA, MAF et GMF. L'objectif justement, c'est de travailler ensemble en collaboration pour développer justement des contrats d'assurance à l'échelle nationale. Et vous faites donc, votre job, c'est de favoriser l'acquisition. Voilà, c'est ça. Donc moi, je travaille au sein du pôle données acquisition, donc au sein du groupe MMA. Donc par rapport à ça, je suis chargé d'études en data analyst web. Donc du coup, mon rôle, justement, c'est notamment d'interpréter les données, les analyser, pour ensuite mettre en place des reporting, donc que ce soit mensuel ou même ponctuel, en l'occurrence. L'objectif, notamment, c'est justement d'aller jusqu'au bout de la chaîne et mettre en place des observations de business pour la prise de décision. Ça vous plaît, bien sûr? Bien sûr, voilà. Si j'ai choisi ce domaine-là, c'est que ça me plaît. Voilà, je suis en études. Donc pour moi, c'est une super expérience. C'est très bien de commencer dans ce domaine-là, surtout le domaine de l'assurance. On sait qu'il y a une culturation de la data qui justement se développe beaucoup en ce moment. Voilà, donc des problématiques super intéressantes et des enjeux majeurs qui sont à venir d'ici quelques années. Alors vous n'avez pas, vous avez un parcours qui n'est pas aussi orienté IT que nos invités précédents. Quel est votre parcours? Alors pour ce qui est de ma part, il faut savoir que, comme vous l'avez dit, la data pour moi c'est quelque chose d'assez récent. Donc je suis issu d'une formation de licence en langue étrangère appliquée au commerce international. Voilà, donc on parlait notamment très peu de data, on était essentiellement sur du commerce international, donc c'est vrai que cette acculturation-là a mis du temps à se développer, mais c'est notamment grâce à un stage de fin de licence que j'ai pu effectuer au sein d'une centrale d'achat nucléaire, donc Socamel pour la cité, où j'ai eu la chance de travailler en tant que chef de projet junior pardon, sur la mise en place. Il y en a qui veulent se rajeunir et d'autres qui veulent se vieillir. Il y a une plateforme justement à destination des établissements scolaires pour demander des kits de fourniture scolaire. Et par rapport à ça, c'est vrai que la grande distribution, c'est un domaine qui est pionnier dans la data et qui m'a permis justement de m'intéresser à ce domaine-là et de vouloir continuer en spécialisant
vous avez toujours essayé d'apprendre des choses par vous-même. C'est quelque chose qui vous drive. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que si on prend l'exemple de la data, aujourd'hui, il faut savoir que la data, il y en a partout. Voilà, il ne faut pas en avoir peur. Effectivement, ça peut faire peur quand on voit des lignes de code ou quoi que ce soit, etc. Mais il faut savoir que la data, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir en profiter grâce à l'avènement d'Internet, dans le sens où si vous voulez, si vous voulez s'instructurer à ce domaine-là, il y a plein de logiciels open source qui permettent justement d'y accéder. On peut faire notamment du R ou du Python, pour en citer que cela. Et c'est vrai que c'est des langages de programmation qui sont open source, donc accessibles gratuitement, qui permettent justement de pouvoir se former par soi-même sans forcément acquérir, avoir requête à des logiciels payants qui pourraient justement bloquer cette formation-là. Et alors, puisque vous êtes intéressé par la veille, c'est quoi vos petits sujets du moment? Alors, effectivement, par rapport à ce sujet-là, c'est vrai qu'on sait, la data, c'est un mouvement qui évolue constamment. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, à l'heure actuelle, on a plusieurs problématiques qui sont à venir. On a notamment la disparition des cookies tiers, donc qui se reporte à 2023. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, on va avoir justement du mal à mesurer potentiellement les campagnes. Donc, il va falloir justement anticiper ces changements et pouvoir trouver d'autres alternatives. Et on a également, par exemple, la suppression du pixel espion au sein des mail appers. Donc c'est vrai que c'est pas forcément essentiel, mais il faut savoir que par rapport à ça, on a quand même des mesures qui sont constantes par rapport au taux d'ouverture et qui peuvent avoir des répercussions notamment très importantes sur la perception du trafic. Merci pour tout ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci pour votre témoignage. Et Antoine, je me retourne vers vous pour vous poser une dernière question, peut-être la dernière, je ne sais pas. Si demain vous recrutez un profil en data, donc junior et pas senior, en data marketing, qu'est-ce que vous cherchez, vous, comme qualité ? C'est marrant parce que, alors que ce soit chez Recommerce ou chez les autres clients que j'accompagne maintenant via ma société de conseil, par exemple chez Invivox ou chez Farm2, les deux m'ont dit on cherche des profils à la fois data analyst, data engineer, des personnes aussi qui sont capables de ne pas foncer tête baissée forcément dans l'analyse, mais d'essayer de prendre du temps aussi pour comprendre la problématique. Et donc ça veut dire comprendre la problématique économique, quels sont les leviers, après quoi court l'entreprise. Et donc ça veut dire pratiquement être acteur de la performance. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que les étudiants doivent apprendre à acquérir comme compétences, ce n'est pas toujours évident, en plus d'acquérir des compétences techniques type apprendre à comprendre le code, apprendre à maîtriser les notions de base de stats ou d'analyse de données, apprendre à réfléchir et à quels sont les enjeux derrière et la performance d'une entreprise, ça c'est quelque chose qui prend pas mal d'années, mais c'est par l'expérience qu'on arrive à l'acquérir. Voilà. Mais en tout cas, la curiosité, et puis comme disaient les différentes personnes, aller à des conférences, lire l'actualité économique et technique, se servir d'outils comme Twitter, mais avec des hashtags pour pouvoir suivre certaines thématiques, je pense que c'est des qualités que recherchent les employeurs aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est quoi les thématiques que vous suivez? Je poserai la question aussi à Joseph après. Il y a beaucoup de choses sur la partie IA de confiance, donc c'est la partie comment on va faire confiance aux algorithmes qui sont derrière ces systèmes automatiques. Donc ça veut dire être capable d'expliquer aussi ces algorithmes, être capable de certifier certains algorithmes. Donc toutes ces notions en ce moment, on les retrouve beaucoup dans les conférences. Il y a la partie certification, on commence à aussi être un petit peu en lien aussi avec la partie blockchain. Et puis en business intelligence, il y a tout ce qui est autour du data storytelling. Donc c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un thème que vous abordez. Oui, c'est un thème que l'on aborde et qui est d'ailleurs dans la majeure 2, oui, c'est ça. Ouais. Il y a un cours de data storytelling. On ne se contente plus de
de distribuer de la donnée dans des simples graphes, etc. On va l'accompagner de textes, d'explications. Et ça on voit que c'est des notions de marketing qui sont derrière. Si on market son information, puisque l'information, certes, c'est de l'or, mais il faut savoir aussi la valoriser, quoi. Et du X aussi, parce qu'il y a la hiérarchisation de l'information, la surcharge cognitive, toutes ces questions-là. En mobilité, sur du multi-support, avec de la rapidité de chargement, etc. Donc tout ça, il y a pas mal de sociétés qui aujourd'hui se mettent à se dire, et réfléchissent à comment améliorer l'interaction avec cette donnée, quoi. Joseph, je me retourne vers vous, Joseph Monet. Donc, vous êtes étudiant donc, à Innov en 3e année, après un parcours assez riche déjà pour votre jeune âge. Et donc, vous êtes apprenti chez L'Oréal. Donc, on va expurger tout de suite la question qui est: quel shampoing utilisez-vous, L'Oréal? Donc, je ne sais pas si elle vous est adressée ou elle m'est adressée, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui l'a posée. Ça restera un petit secret. Vous n'avez pas des... Ça. Non, d'accord. Allez, donc on rentre dans le dur. Vous avez commencé par un bachelor informatique ou vous avez commencé par une école de commerce, je ne sais plus. Alors, j'ai commencé après mon bac par une école de commerce international. Puis je me suis réorienté, j'ai fait une licence en droit et sciences politiques. Et c'est seulement à l'issue de ça que je suis rentré à Innov pour 2 ans d'ingénierie informatique et puis une 3e année en marketing. Ça, c'est des parcours, je pense, qui pourraient plaire à Cyril Leclerc. Il n'est plus sur le plateau, mais je lui fais des signes parce qu'il est resté à côté. Côté pluridisciplinaire et curiosité. Et donc aujourd'hui, vous travaillez chez L'Oréal à Paris. Quelles sont vos missions principales? Alors mes missions, elles sont assez larges, dans la continuité donc, de ce qui a été dit. L'enjeu, c'est de réussir à exploiter les données, d'en tirer une valeur business. Et donc, il y a un nouvel outil en ce moment qui se fait de plus en plus dans les grosses boîtes, qui s'appelle le Data Catalog. Donc, le but, c'est de faire un glossaire de toutes les données d'un groupe. Notamment L'Oréal, on sait que c'est une boîte internationale et totalement décentralisée. Et donc, l'enjeu, en fait, c'est de réussir à tracer toutes les données, de les hiérarchiser par famille, sous-famille, et de permettre qu'elles soient beaucoup plus simplement utilisables par tous les salariés du groupe. Donc de telle sorte que dès qu'il y a une problématique qui émerge à n'importe quel endroit dans le globe pour les salariés, ils arrivent à retrouver assez facilement les données, à savoir quels en sont les responsables, histoire de gagner du temps pour ne pas avoir des difficultés à contacter chaque responsable de données. Donc c'est un gain de productivité d'une part, et d'autre part, ça apporte une valeur business à toutes les équipes marketing. Donc moi, le but, c'est de monter depuis maintenant, ce projet, il a 12 mois, moi je suis là seulement depuis juillet. Le but, c'est de monter du coup ce projet petit à petit pour en faire un Google de la donnée de L'Oréal. Et donc moi, mon rôle au jour le jour concrètement, c'est d'accompagner tous les responsables des données de ce projet qui s'appelle Discovery et de les amener petit à petit à implémenter leurs données, à les structurer dans cet outil. Et c'est ce que j'ai réussi à faire plutôt pas mal avec ma petite équipe. Vous êtes combien dans votre équipe? Dans l'équipe générale qui s'appelle la Data Factory du siège, on est 60. Mais là, les 60 sont répartis sur 4 gros projets. Et moi, seulement pour mon projet, on est 3 pour l'instant. Et alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, qui sont les mêmes dans toutes les entreprises, hein? Vous allez voir par exemple les HR et vous leur dites, bon, à partir de maintenant, on va fonctionner comme ça. En général, c'est quoi qui couine un peu? Ce qui est pas mal dans les grands groupes, c'est que c'est assez bien structuré. Enfin, c'est pas mal d'une part, ça peut être aussi considéré comme un peu rigide d'autre part. Mais ce qui est pas mal, en tout cas dans le domaine de la data, c'est que c'est divisé en 18 data domaines, on appelle ça. Donc les RH, le marketing, etc. Et il y a des domaines qui restent plus compliqués que d'autres, et surtout des zones dans le monde où c'est plus compliqué. Et là, ça mêle non seulement l'aspect IT, business, etc., mais aussi géopolitique, par exemple. L'enjeu de la data privacy dans le monde, elle est assez compliquée à aborder dans des zones comme la Chine ou les États-Unis, où c'est assez compliqué de récupérer des données ou bien de contacter ses référents et de leur dire, bon ben voilà, les données, il faudrait les structurer de telle sorte, parce que quelque part, ils ont des enjeux et des pressions de leur hiérarchie, et puis sans doute, voilà, il y a un aspect géopolitique dans ça, donc ça reste assez compliqué. Mais sinon, globalement, les domaines, que ce soit les RH ou la finance, sont assez motivés. Ils savent qu'ils vont y gagner
à la fin en productivité, en gain de temps, plutôt que de perdre des jours et des jours à essayer de récupérer les données. Donc, je trouve ça assez intéressant comme sujet, sachant que ce qui a été dit précédemment, c'est qu'on arrive à bien collecter les données facilement dans tous les grands groupes, mais que le plus dur, c'est de réussir à les exploiter, donc à utiliser et à ce que ça leur serve à la fin au côté business de chaque entreprise. Donc ça, c'est la première grosse mission. Et la seconde, elle est plus orientée com? Exactement, la seconde, c'est plus de la communication, essayer de monter une sorte de communauté de data citizen, on appelle ça, donc de sensibiliser tous les salariés à la donnée. Parce que comme ce que vous disiez précédemment, la donnée, c'est des algorithmes, mais c'est aussi essentiellement en fait de l'Excel. Hein. En entreprise aujourd'hui, la data, c'est quasiment que ça, que de l'Excel. C'est intéressant que vous disiez ça parce qu'on sous-estime la puissance d'Excel et souvent ça commence vraiment comme ça. Enfin, on pourra y rebondir, je pense que vous êtes d'accord. À se servir d'Excel et à se servir d'Excel de manière complète. Et c'est vrai que c'est pas juste, tiens, j'ai appris à faire une formule. Excel, c'est un outil surpuissant. Et... Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué depuis que je suis arrivé. Et donc, je pousse tous les salariés à la sensibilisation et j'essaye de les accompagner vers ce nouveau catalogue de données. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Je fais aussi quelques clips pour la hiérarchie de la boîte et puis quelques clips pour expliquer le projet, des clips vidéo. Quoi. Oui, des petites vidéos. Non, mais clips, je vous imaginais déjà en train de rapper, quoi. Ouais, non. Ça, c'est peut-être plus tard, mais pas tout de suite. Mais oui, du coup, voilà. Mais bon, l'essentiel de mes missions, ça reste du management. Du coup, je ne suis pas axé sur du code, Python. Management de la data. Voilà, management de la data et des équipes qui font de la visualisation de données. Ok. Si vous aviez, vous aussi, un petit conseil à donner aux étudiants qui nous regardent, alors ça peut être peut-être sur des choix de métier ou sur des conseils pour trouver une alternance, qu'est-ce que vous diriez avec beaucoup de bienveillance, le bon petit conseil? Alors, le meilleur conseil que je puisse leur donner, c'est déjà d'accepter toute forme de stage. Et ensuite, le second conseil que je puisse leur donner, c'est avant tout de se faire un réseau. Parce que c'est bien beau de bien travailler, mais si on n'a pas de force de proposition, qu'on ne challenge pas toutes les idées qu'on nous propose au travail et qu'on ne cherche pas à établir des relations avec ses supérieurs et les équipes transverses, on n'y arrive pas, on reste dans son coin, on travaille, et à la fin le stage est fini, on rentre chez soi. Donc il faut réseauter à fond. Voilà, c'est tout ce que je peux leur conseiller. J'ai une petite question pour vous. La gestion, alors je ne sais pas pour lequel des deux, on va voir celui qui prend, voir les deux. La gestion de toutes ces données génère d'importants enjeux de stockage et de sécurité, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Avec quels acteurs traitez-vous au quotidien pour protéger vos données sensibles? Je ne sais pas répondre, je peux compléter. Du coup, moi je vais parler de L'Oréal notamment, comment ils traitent cette problématique. Alors ils ont d'une part des équipes de cyber en interne, ensuite ils font aussi appel à des grosses boîtes de cybersécurité en externe. Et concernant l'hébergement de la donnée, tout se fait essentiellement sur Google, donc Google Cloud Platform. Et c'est quand même assez surveillé. Et si je peux rebondir sur l'écologie et la COP26 par exemple, ce qui a été fait, c'est que même si c'est assez risqué de centraliser toutes les données du groupe, au moins ça demande moins de ressources. Et donc tout est mis sur les mêmes serveurs. Mais pour des groupes comme celui de L'Oréal, ce ne sont pas des génies de l'informatique pour l'instant, ce n'est pas leur corps de métier de base. Donc ils font appel à des grosses boîtes qui s'occupent de sécuriser les données. C'est sensible, à part les salaires des grands patrons, ça va. Antoine, Jean-Jean? Oui, sur la partie stockage, aujourd'hui, la majeure partie des acteurs qui se sont créés récemment sont plutôt sur de l'hébergement cloud, effectivement. Alors, qui dit hébergement cloud, et ça c'est important de le garder en tête, ne dit pas forcément pas de pollution. Et un cloud, c'est un disque dur qui est distant et qui est dans un data center. Alors, il y a un mois, là, j'ai eu la chance de visiter un nouveau data center qui a ouvert à Bruges et qui nous rappelle finalement ce qui est derrière ce cloud. Et c'est quand même un conteneur dans lequel il y a des étagères avec des racks et des serveurs qui tournent, de la climatisation, etc. Et donc, c'est bien de savoir qu'il y a une réalité physique derrière tout ça. Mais en tout cas, oui, que ce soit
Enfin, en tout cas, chez Recommerce, c'est principalement de l'hébergement AWS. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'outils SaaS qui se développent et qui sont interconnectés ensemble. Et une société, elle est capable aujourd'hui de, certes, avoir ses propres données sur ses propres serveurs qu'elle administre, mais aussi beaucoup de données qui sont éparpillées sur plein de plateformes SaaS. Et ça, c'est des nouveaux enjeux de gouvernance à la fois de la donnée externalisée et du SSO, enfin de l'accès à ces différentes solutions qui donnent parfois un petit peu du fil à retordre au CTO, au directeur technique, parce qu'il ne sait plus un peu qui a accès à quoi. Et donc il y a des sociétés qui se spécialisent maintenant sur ces thématiques-là. Voilà. Cyril Leclerc, vous voulez bien nous rejoindre? Ça va être le moment de la fin. On va pouvoir du coup se dire au revoir. On aurait aimé avoir avec nous toute l'équipe, venez à mes côtés, toute l'équipe du jour, ceux qui étaient en distance, ceux qui ont fait des vidéos. Donc je rappelle que nous avions avec nous Mohamed El Jendoubi, Cyril donc Leclerc qui est à mes côtés de Suez, Marguerite Desmours en direct du Pays Basque, Antoine Jean-Jean juste à mes côtés, Alexandre Caudron qui était à Nantes et Joseph Monet qui était également ici. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous et pour vous. Un grand merci à toute l'équipe qui est à mes côtés, super pro, et on est très très heureux d'avoir été avec vous ce soir. C'était le 4e, rendez-vous pour le 5e. On parlera de VFX. Il va y avoir des belles images, des super histoires à raconter. Très bonne soirée à tous, des bisous, bye bye.